Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je vais juste vous informer, il y a deux personnes qui vont intervenir via Zoom. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez que nous communiquons avec les écrans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale culture intitulée Regards croisés sur les droits culturels en Méditerranée. J'ai le plaisir d'avoir des experts, des artistes de très grande qualité avec moi aujourd'hui. Je vais les présenter rapidement. Comme ça, vous aurez déjà une petite idée des sujets sur lesquels ils travaillent. On va commencer avec Karim Hendili. Il est présent avec nous via Zoom. C'est le directeur par intérim du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb depuis le 1er octobre 2021, avec une très longue carrière au sein de l'organisation et une très grande expertise sur le monde arabe. Il y a Samia Shibani, qui est ici avec nous, qui est sociologue de formation, militante associative avec un engagement inscrit dans les luttes du mouvement social de l'immigration en faveur de l'égalité des droits et directrice de l'association Ancrage, qui est un centre de ressources dédié à l'histoire et aux mémoires des migrations à Marseille. François Goven, architecte, ancien conservateur régional des monuments historiques, ancien sous-directeur des monuments historiques au ministère de la Culture, ancien inspecteur général des monuments historiques honoraires et actuellement administrateur du COPAM. Nous avons via Zoom Sofia Achimis, qui est présidente de la fondation Ali Zawa, qui est au Maroc et, comme je vous ai dit, qui est présente avec nous via Zoom. Il y a Samir Joubran, présent avec nous, qui est fondateur du groupe musical Le Trio Joubran. Ce sont trois frères qui jouent du oud dans les territoires palestiniens, mais ils ont beaucoup de chance parce qu'ils font des tournées mondiales. Ils ont eu l'occasion d'accompagner de grands groupes comme Coldplay, par exemple, et ils ont également obtenu de nombreux prix. Et ils ont aussi, surtout Samir, a accompagné le poète Mahmoud Darwish les 3 dernières années avant son décès. Donc voilà, ça c'est notre table ronde, nos experts. Donc, les droits culturels, on se pose souvent la question. Les droits culturels s'inscrivent dans le cadre juridique des droits de l'homme. Ils visent à faire reconnaître le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle, à exprimer sa culture et ses références dans le respect des autres droits fondamentaux. Leur prise en compte par les États comme les sociétés civiles s'est progressivement imposée, notamment en Méditerranée, où les réseaux d'acteurs prennent pour cadre de référence les différents textes valorisant les droits culturels. Aussi en Méditerranée, qui est un carrefour stratégique d'échanges culturels, institutions patrimoniales, chercheurs, artistes et acteurs de la société civile œuvrent pour développer des partenariats et promouvoir des actions en résonance. Les droits culturels offrent donc une nouvelle opportunité d'engagement en faveur de la protection, la transmission et la participation des citoyens. Et donc, dans ce cadre-là, comme certains d'entre vous le savent déjà, il s'agit moins de déterminer précisément ce qu'est le patrimoine culturel que de poser les libertés individuelles et les droits en termes d'accès et de participation. On va commencer avec une définition un peu plus claire pour ceux qui s'y perdent un petit peu encore, avec l'intervention de Karim Hendili, qui va un peu nous éclairer sur ce que sont les droits culturels par rapport à l'UNESCO et l'importance de sauvegarder le patrimoine. Il est où, Karim ? On va attendre, il y a peut-être un petit décalage de son. Karim, est-ce que vous m'avez entendu ? Le son n'est pas activé. Il y a moyen de l'appeler Bon, juste, je vous donne une seconde parce que c'est juste un peu dommage, parce que comme il a préparé un petit peu... et voilà, il a préparé beaucoup. Donc je préfère qu'il débute lui-même, parce que c'est important aussi, l'UNESCO en tant qu'institution de référence dans le domaine culturel. Ok, parfait. Karim, merci d'être avec nous. On débute avec vous. Et vous m'entendez ?
Vous... Oui, on vous entend. Vous nous entendez? J'ai l'impression d'être un peu dans les années 20, 30. Voilà. On croyait que nous étions... Oui, bien sûr. Karim, on vous reviendra. Si vous m'entendez, vous pouvez tout de suite répondre. Si vous ne m'entendez pas, je vous reviens dans quelques minutes. C'est bon? Est-ce que vous entendez? Je crois qu'il faut l'appeler au téléphone, en fait. Je vais passer... enfin, on reviendra. Ah, il vous entend? C'est juste, je suis en contact avec... Oui, oui, je passe à la... Tout à fait, c'est ce qu'on va faire. Donc, voilà. On allait commencer avec Karim. Il allait être clair sur la définition des trois culturels. On va passer à la question suivante. Ou alors, ce que je vous propose, oui, c'est que François Goven nous donne peut-être une introduction des droits culturels, parce qu'on a la chance quand même d'avoir deux experts, un en visio et un en présentiel. Et peut-être, je rebondis après. Ça vous convient ? Oui, je ne suis pas sûr que ça soit l'idéal parce que justement, j'avais un petit peu et rapidement construit mon propos à partir de ce qu'était préalablement la définition des droits culturels, partant de l'idée que j'ai... ma modeste intervention, je voulais évoquer la question du lien entre droit culturel et droit patrimonial et évoquer les contradictions qui pouvaient éventuellement se poser entre les deux. Donc partir de but en blanc là-dessus, c'est un peu embêtant. Comme vous voulez, sinon moi j'enchaîne. Oui, mais l'idée c'est qu'on partage un temps de réflexion. Voilà, de toute façon nous sommes là pour... Voilà, est-ce que c'est réglé? C'est réglé? J'ai pas l'impression qu'il m'entend, parce qu'il regarde pas. On va passer nous sommes là, en tout cas, pour réfléchir ensemble à cette définition sur les droits culturels, un peu aux obstacles qu'ils rencontrent dans leur implantation, que ce soit d'un point de vue social ou patrimonial. Donc, on peut déjà y aller, en fait, François. Oui, bon, je vais tenter donc de... Voilà. Parfait. Alors, Karim, par rapport à l'UNESCO, pouvez-vous nous éclairer un peu sur cette dénomination des droits culturels ? Je crois qu'on va procéder différemment parce qu'ils sont là avec nous. On va leur envoyer les messages par écrit, les questions par écrit, mais je vais quand même profiter du temps. On n'a pas beaucoup de temps, on a 5 intervenants. Je veux profiter de leur expertise. Je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. François, on peut y aller, on reviendra. On va s'adapter. Bon. Donc, d'abord, un petit propos liminaire. Je n'ai pas fait de construction pendant un temps long de mon intervention d'aujourd'hui, puisque j'ai été prévenu il y a quelques heures que j'allais intervenir. Donc, c'est plutôt une improvisation sur le sujet. Alors, quand la question m'a été posée, précisément, je me suis interrogé sur le lien qu'il pouvait y avoir entre, dans son sens large, les droits culturels, tels qu'il va nous en être parlé, je l'espère, dans quelques minutes, et un autre sujet qui m'est plus propre, de par mon expérience professionnelle, qui est celle du droit patrimonial. Et il m'est apparu qu'il pouvait y avoir, ça n'est pas une critique, ça n'est pas pour dire que l'un est bien, l'autre moins bien, mais simplement qu'il est nécessaire d'avoir conscience d'un certain nombre de contradictions possibles entre les deux. Et la première contradiction qui m'apparaissait, c'est que la notion même de conservation du patrimoine culturel matériel, telle qu'elle est, en gros, on va simplifier, mais élaborée dans sa théorie par les pays occidentaux à partir de la fin du XVIIIe siècle, enfin en gros, schématisons à l'extrême, repose dès le départ, et très précisément, sur une question d'altération de la liberté des individus, des citoyens, voire des collectivités. Alors, il faut rappeler que le contexte est extrêmement particulier, puisque c'est durant la Révolution française, on considère, après les choses peuvent être un peu plus compliquées, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais on considère que c'est durant la Révolution française, et c'est ça qui est intéressant par rapport à l'histoire d'aujourd'hui, qu'en pleine guerre civile, en quelque sorte, qui agitait le pays, il y a cette idée
qu'il peut être mis en place un intérêt public supérieur aux intérêts particuliers et qui, au nom de la pérennisation et de la transmission, bien sûr, d'une mémoire matérielle, mais pas seulement, également d'une histoire, allait pouvoir donc donner naissance à la construction de quelque chose que l'on connaît bien, que l'on a connu dans le courant du XIXe siècle et que sont les monuments historiques. Mais il faut imaginer ce que pouvait être à l'époque, d'une certaine manière, la violence, à un moment où la société avait pour objectif de détruire les symboles qui étaient ceux du pouvoir, qu'ils soient le pouvoir politique ou le pouvoir religieux, de dire non, nous allons conserver les témoignages de ce pouvoir qui peut-être vous a opprimé, et imposer à la société une nécessité de sa conservation. Transposer ça à la civilisation actuelle, à l'année 2020-2021 dans le monde, où on expliquerait qu'il faut garder les témoignages de ce que l'on veut détruire, enfin en tout cas de ce que de la société qui, pour une raison ou pour une autre, on veut éradiquer, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Et par la suite, évidemment, vont se mettre en place progressivement, je ne voudrais pas être long, je vais terminer, vont se mettre en place effectivement un certain nombre de consensus sociaux, en tout cas dans certains pays, évidemment, j'ai envie de dire les plus favorisés, et qui vont permettre d'avoir une politique de conservation matérielle qui va être d'une certaine manière admise par le corpus social, et admise alors même que d'une part, et ça sera, j'arrête là pour mon premier propos, c'est d'une part une altération extrêmement significative au droit de propriété, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut de ce qui vous appartient. Aujourd'hui, c'est presque rentré dans certaines sociétés comme une évidence, mais c'est pas quelque chose. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ça n'est pas, en tout cas, un phénomène naturel. Et ensuite de cela, la liberté individuelle et la liberté, voire d'un certain nombre de collectivités, est contrainte par un intérêt supposé supérieur d'intérêt public qui, dans un certain nombre de cas, j'ai envie de dire, se masque derrière des prétextes artistiques ou esthétiques. Évidemment, au moment de la Révolution française, on ne dit pas que l'on va conserver la cathédrale de Reims parce que c'est le lieu du sacre des rois de France, mais parce que c'est une œuvre d'art majeure du XIIIe siècle. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui sur cette contradiction qui peut apparaître entre droit patrimonial, en tout cas du patrimoine matériel, je précise bien, et droit culturel dans son sens large. Merci beaucoup, François. Je voulais juste vous dire, oui, donc vous avez parlé des droits patrimoniaux au sein des droits culturels. On peut passer un peu à une notion, on va dire, plus vivante, dans le sens où, je dis pas que, je dis juste plus voilà, parce que ça a mis un travail beaucoup avec des individus, avec les politiques d'immigration. Aujourd'hui, quel rôle joue la société civile dans l'implantation de ces droits culturels? Merci Lina. On a passé effectivement beaucoup de temps à préparer cette table ronde et je vous remercie pour cette préparation. Les droits culturels, c'est d'abord un cadre politique et institutionnel à partager qui est devenu finalement une référence pour de nombreux acteurs et notamment les acteurs de la société civile. Pourquoi nous sommes appropriés ce cadre légal? Précisément parce que vient de dire François Goven, c'est-à-dire cette tension en fait que nous nommons la valeur conflictuelle du patrimoine qui peut être présente et traverser nos sociétés à la fois du point de vue international ou j'ai envie de dire transnational. C'est le cas actuellement avec la question de la restitution des œuvres aux pays africains et à la façon dont les collections de nos musées en Europe ont été constituées. C'est aussi vrai du rapport de tension qu'il peut y avoir sur finalement
certains territoires sont-ils des territoires patrimoniaux, certains quartiers. Et à Marseille, Ancrage et d'autres associations ont beaucoup travaillé cette tension-là entre finalement une espèce de zonage d'histoire, de ville d'histoire, de ville, de centre-ville, qui aurait un narratif présent finalement dans la narration urbaine, et d'autres quartiers qui seraient sans patrimoine. Et c'est précisément dans ces délaissés urbains, qui sont aussi des délaissés patrimoniaux, que nous nous inscrivons et que nous menons nos actions à Ancrage, qui peuvent être des actions de valorisation, de transmission, mais aussi de participation. Et c'est là qu'intervient la question et la notion de droit culturel. Donc pour nous, c'est aussi l'extension de cette notion de patrimoine que vous évoquiez précédemment, qui a permis cette dynamique autour des droits culturels. Mais les droits culturels, tels qu'ils ont été promus par l'UNESCO, sont venus aussi valider d'une certaine manière des usages, des pratiques d'habitants, pour qui le sens du patrimoine, parce qu'il faut le rappeler, le patrimoine est socialement construit. Moi, je suis sociologue de formation. Donc forcément, le patrimoine est socialement construit, et d'être au plus près des habitants permet effectivement de voir ce qui fait sens et patrimoine pour eux. Du point de vue des quartiers nord de Marseille, ce qui fait patrimoine, ça peut être une fontaine, ça peut être la situation d'un ancien bidonville ou d'une ancienne cité de transit qui est aujourd'hui totalement effacée, et c'est précisément dans ces délaissés-là, dans ces plis de la narration urbaine, qu'on retrouve la trace aussi des droits culturels et de la façon dont ils sont mobilisés par les habitants. Alors évidemment, les institutions patrimoniales ne sont pas du tout en reste. Les institutions patrimoniales, et notamment à Marseille, le MUSEM, le musée d'histoire de la ville, les archives municipales, ont également investi ces champs des droits culturels de deux façons au moins, en se préoccupant de la façon dont on mobilise et dont les musées et les institutions patrimoniales sont fréquentées, mais aussi en créant des liens avec les acteurs associatifs qui sont évidemment des relais à la fois de ce qui est produit, mais aussi de la façon dont c'est reçu, dont ces collections, dont ces muséographies sont reçues par les habitants. Du point de vue des associations, c'est l'espace public qui est au cœur de notre engagement, c'est-à-dire que c'est dans l'espace public que nous avons déroulé nos actions de balade patrimoniale, une sorte finalement de parcours urbain où nous interrogeons la toponymie, le patrimoine statuaire, des œuvres d'art qui sont présentes parfois dans l'espace public et qui nous permettent aussi d'interroger, de revenir sur cette narration qui nous occupe tant et qui permet d'interroger, de revenir sur l'identité des villes, sur leur forme d'attractivité, sur les narrations que nous présentons aux touristes mais aussi aux habitants. Merci beaucoup, Samia. Est-ce que techniquement c'est bon? Parce que j'aimerais qu'on aille de l'autre côté de la Méditerranée. J'aimerais poser cette question à Sophia. Sophia, quel rôle, vous qui travaillez avec la société civile au Maroc, à votre avis, quel rôle joue cette société civile marocaine dans l'implantation de ces droits culturels ? Non. Je reviens vers vous, Sophia. C'est bon ? C'est très compliqué de faire une table ronde des deux côtés de la... Bon, peut-être qu'on devrait faire une sur la technologie, en fait. Et vous... Ok, je vais laisser la parole à Karim, puisque lui, je crois que ça a fonctionné chez lui. Bonjour Karim, merci d'être avec nous. Vous m'entendez là? Bonjour, oui, moi je vous entends. Ah, c'est parfait. Donc voilà, parce que c'est très important que l'UNESCO soit avec nous dans cette table ronde pour soulever un peu les points essentiels on va dire, de la problématique des droits culturels. J'aimerais revenir un peu en arrière, juste pour avoir un peu la définition de l'UNESCO par rapport aux droits culturels. Alors,
D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'adapter et puis c'est parfait. Donc, ce que je vais dire, ça va être aussi une réaction un peu à ce qui a été dit par les autres intervenants. Tout à fait, tant mieux. À ça. Non, pour commencer, bon, comme vous le savez, l'UNESCO, c'est l'agence des Nations Unies spécialisée dans différents domaines de compétences, dans la culture. Et si on parle de droit à la culture, alors droit, pas forcément au sens juridique du terme, mais droit moral, ou éthique, il y a quelque chose qui est quand même intéressant de soulever, c'est que c'est un peu différent de dire le droit d'accès à la culture et le droit culturel. Ce sont deux choses légèrement différentes. Mais ce qui est intéressant, par exemple, à l'UNESCO, nous avons des définitions qui sont marquées comme cela, comme le droit d'accès à l'information, par exemple, qui est géré par le secteur communication et information de l'UNESCO, le droit à l'éducation, etc. Alors, pour la culture, ce qui est intéressant, c'est que l'UNESCO, en tant qu'agence spécialisée de l'ONU, est bien sûr inscrite dans l'action qui est menée dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030, comme vous le savez. Il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés à cet effet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait bien sûr l'espoir que l'un de ces objectifs soit dédié à la culture. Ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. Cela dit, ça a beaucoup progressé, puisque la culture, en tant que sujet transversal, a 13 points d'entrée directs dans les 17 objectifs. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui était très ancré dans la question de développement durable. Or, le développement est un droit. Avoir accès au développement, c'est un droit absolument fondamental, sur lequel il y a quand même un consensus. Alors, comment on y arrive, ça dépend, c'est pas toujours de la même façon, on n'est pas toujours d'accord. Cela dit, il y a une progression pour les objectifs de développement durable de 2030, c'est qu'ils concernent l'ensemble des pays. Alors que si on compare par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, début de l'année 2000, il s'adressait uniquement ou majoritairement aux pays en développement. C'est un changement de paradigme absolument fondamental. Ça veut dire que l'effort de développement durable, il est commun et partagé par tous. Donc on peut dire à travers le développement qu'effectivement la culture est une composante fondamentale du développement. Et par conséquent, il faut qu'elle soit incluse dans le moteur de développement. Alors, c'est aussi par l'intégration de la culture dans les stratégies et les politiques de développement, ce qui n'est pas encore malheureusement le cas. Il y a encore une idée qui persiste, qui a vraiment la vie très très dure, c'est qu'en fait, on doit choisir entre développement et sauvegarde du patrimoine, par exemple. Puisque, juste pour préciser que nous, quand on parle de la culture, ça intègre aussi le patrimoine. Donc c'est la culture en tant que domaine, disons, qui englobe aussi le patrimoine et dans toutes ses formes. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que la culture, elle se retrouve partout. Alors, je dois juste mentionner le fait que beaucoup d'ONG et même des organismes internationaux comme l'OCDE pensent qu'il aurait été pertinent d'avoir un objectif de développement durable spécifique sur la culture. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une reconnaissance assez large du rôle de la culture dans le développement durable et par conséquent, en termes de droits pour les populations, d'avoir accès justement à la culture et à tout ce qu'elle peut offrir. Je voudrais juste dire un mot sur le patrimoine parce que ça a déjà été évoqué au début de la table ronde sur la question de la sauvegarde. Finalement, pour les gens du patrimoine, les gens qui sont spécialisés, ça va un peu de soi. On ne se pose pas toujours la question de savoir pourquoi on sauvegarde le patrimoine. Mais c'est une vraie question. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi, sauvegarder le patrimoine. Il y a des débats là-dessus, on peut considérer que c'est vital ou que ça ne l'est pas. On a plein d'exemples malheureusement très malheureux si on prend ce qui s'est passé au Proche-Orient pour les dernières années par rapport à la destruction intentionnelle du patrimoine par des groupes armés extrémistes, avec vraiment l'intention de détruire le patrimoine, donc d'effacer une partie de la mémoire et de soulever le commun. Donc ça c'est important, mais on se rend compte que c'est un phénomène qui a évolué et que même s'il est récent dans l'histoire, c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré et qui prend des proportions assez intéressantes. Et puis, il y a une chose importante sur le patrimoine, c'est que ça n'est pas simplement le témoignage de ce que l'humanité a offert de plus beau à l'histoire. Uniquement ce qui est, vous savez, les 7 merveilles du monde. Alors après, elles étaient plus 7, elles étaient plus que ça. Il y a eu il y a quelques années sur Internet une sorte de sondage pour savoir quelles étaient les 7 nouvelles merveilles, etc. Le patrimoine, c'est aussi des choses extrêmement sombres dans l'histoire de l'humanité. Si on prend la liste du patrimoine mondial, d'ailleurs je rappelle qu'on célèbre cette année les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial, il y a des sites qui sont des témoignages de ce que l'humanité a offert de plus sombre à son histoire. On prend le camp d'extermination nazie d'Auschwitz-Birkenau, par exemple, qui est patrimoine mondial, le dôme du Gimbaku à Hiroshima, qui est le lieu d'impact de la bombe atomique en 1945, première bombe atomique utilisée dans l'histoire de l'humanité, au Robben Island en Afrique du Sud, symbole du régime ségrégationniste de l'apartheid, etc. Donc, ça veut dire que le patrimoine, on le prend dans son ensemble. Il y a des choses qui sont
des choses qu'on peut prendre comme référence et d'autres qu'on garde comme mémoire pour ne plus que ça se reproduise. Et donc, je pense que ça, c'est important. Donc, pour résumer, ce qu'on pourrait dire sur, en tout cas nous, comment on l'aborde, c'est qu'à travers le droit fondamental au développement, et parce que le développement est un point d'entrée qui permet d'aller au-delà de la sauvegarde physique du patrimoine et de l'application des chartes, des diverses chartes qui ont été adoptées au cours du XXe siècle, au-delà même des instruments normatifs de l'UNESCO, des instruments statutaires, on arrive par le développement en intégrant la culture pour les stratégies de développement, notamment au niveau local, c'est quelque chose qui manque énormément, parce que les stratégies nationales, on s'est rendu compte par l'expérience que ça n'était pas suffisant dans beaucoup de cas et qu'il fallait une appropriation au niveau local par les collectivités territoriales de ces questions de développement de la culture et de sauvegarde du patrimoine. C'est comme ça qu'on arrive justement à faire en sorte que la culture apparaisse comme un droit. Et par conséquent, c'est dans ce cas qu'on peut parler de droit culturel. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Et donc, je reviens vers Sophia, en fait. On parle d'appropriation de droits culturels. Il en a parlé Karim tout à l'heure. Ça marche pas ? Je suis désolée. Hein, Ok, on va passer à Samir. À votre avis, Samir, vous qui êtes à la tête d'une fondation qui travaille beaucoup dans les territoires palestiniens sur les droits culturels dans le volet, on va dire, musical, à votre avis, dans quelle mesure les échanges d'expériences qui ont lieu sur les deux rives de la Méditerranée contribuent à développer ces droits culturels dans les pays de la rive sud de la Méditerranée ? Bonjour à toutes et à tous. Le fait d'être un musicien palestinien n'est pas une chose facile. Et parler de droit, c'est un sujet très sensible pour nous, Palestiniens. Commençons par les droits humains. Pour nous, le droit, c'est terre, c'est exister. Et donc, si on parle de comment parler de droit culturel lorsque l'on ressent que notre terre, notre humanité, notre identité, notre essence s'évapore devant nous. On commence à rêver aux petites choses, votre héritage, votre patrimoine, votre langue, votre art, votre musique. J'ai eu la chance de commencer ma carrière il y a 20 ans avec le trio Joubran en France. Nous avons connu un grand succès. Nous sommes sûrement le groupe palestinien le plus connu du monde. Nous voyageons à travers le monde. Et j'ai découvert que cette expérience a fait que je suis très fier de pouvoir dire que je protège mes droits avec ma culture, avec ma musique. En tant que membre de ce groupe, en compositeur, j'ai ce sentiment d'exister. Et puis je suis retourné en Palestine dans l'objectif de partager cette expérience avec tous les autres musiciens de Palestine. Et je me suis rendu compte que la Palestine reçoit beaucoup de financement de la part de l'Europe, notamment pour les musiciens, pour la culture. Et on n'a pas besoin de cet argent pour devenir des musiciens. La scène culturelle internationale palestinienne est très riche. C'est également le cas pour la musique, le cinéma, le théâtre. Et pourtant, on n'a pas de pays, on n'a pas de ministère de la culture. Finalement, c'est une bonne chose. Ça donne une certaine liberté aux artistes de pouvoir s'exprimer de façon individuelle. Mais nous n'avons pas ce ces systèmes en place. Et nous avons donc ces nombreux musiciens qui reçoivent des financements d'Europe pour faire ces fameux ateliers, pour enseigner la musique de façon très générale, pour enseigner aux étudiants. Et parmi ces milliers de jeunes, on aura une âme créative qui, lui, ne va pas bénéficier d'une infrastructure pour la musique. On n'a pas de distributeurs, d'éditeurs, de maisons d'édition. En fait, l'industrie de la musique n'est pas présente en Palestine. C'est pourquoi on va en Europe
Et à partir de l'Europe, on a accès à cette fenêtre sur l'international. Une fois que j'ai compris ça, donc, j'ai essayé de créer ces infrastructures en Palestine avec les maisons d'édition, les maisons de disques, en travaillant avec les pays européens. Puis je me suis rendu compte que la partie la plus importante, c'était les droits d'auteur. On n'a pas de droits d'auteur. J'ai suis donc allé voir les autorités pour voir comment on pouvait créer une loi sur les droits d'auteur en Palestine. Et donc on s'est dit, d'accord, c'est possible, on va travailler avec le Parlement pour rédiger une loi. Mais comment ensuite la connecter, la relier au système international de droits d'auteur, puisque nous ne sommes pas reconnus comme étant un pays à part entière dans ce cadre. Ce qui donc ramène au niveau individuel mes propres droits d'auteur en tant que musicien, je ne peux pas les protéger. J'ai donc poussé la réflexion, le travail, et aujourd'hui je travaille pour apporter un système similaire à celui de la SACEM en France. Je crois que la France était le premier pays au monde à créer ces droits d'auteur et donc j'essaie d'ouvrir un bureau de la SACEM en Palestine et d'encourager les musiciens palestiniens à venir remplir des formulaires et s'inscrire à la SACEM jusqu'à ce que notre pays soit libre et que l'on puisse construire notre propre système de droits d'auteur. Mais personnellement, je suis très content de faire partie de la SACEM car eux défendent mes droits à ma musique. Quand de nombreuses institutions, la télé, les cinémas utilisent ma musique et mon seul défenseur, c'est la SACEM. Et ça me donne un véritable sentiment de pouvoir défendre ma musique. Et je pense que ça peut servir mon pays. De la protection du patrimoine musical dans les territoires palestiniens. C'est une expérience intéressante. Samia, votre avis? Non, moi je suis très touchée par le témoignage de Samir Joubran que j'ai eu l'occasion de rencontrer hier. On a échangé sur cette question justement des droits des artistes et de la façon dont ces droits permettent de poursuivre leur travail. Et j'étais très touchée parce qu'il y a dans l'histoire du patrimoine de l'exil et de l'histoire de l'immigration en France un autre auteur qui s'appelle Slimane Azem, dont les droits sont à la SACEM. Voilà, c'est un exemple d'approche transnationale du sujet. Et c'est effectivement un témoignage très touchant parce qu'on a conscience que là, la question du patrimoine ne s'arrête pas à des frontières ou à l'existence des États. Elle est précisément au croisement des questions de droit culturel. On pourrait évoquer d'autres types de patrimoine, des patrimoines minoritaires qui peuvent être des patrimoines régionaux, des patrimoines de l'immigration, de l'exil, mais qui sont finalement aujourd'hui des patrimoines de France. On échangeait hier avec Samir et il me disait je suis aussi je participe du patrimoine de France avec l'histoire de la SACEM. C'est peut-être un des exemples les plus manifestes. Et vous qui travaillez, vous venez de le dire, sur toutes ces questions de droit culturel. C'est pour ça que vous militez pour la création d'une maison des récits méditerranéens et diasporiques, puisqu'on parle Absolument. aussi de... Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important que chacun d'entre nous retrouvions dans l'espace narratif et l'espace de valorisation culturelle, artistique. Et à Marseille, c'est un espace qui manque. Clairement. Donc je milite pour que notre centre de ressources en fait se transforme en centre d'interprétation, parce que ces centres d'interprétation qui émergent et font le lien entre les habitants bien sûr et leurs institutions patrimoniales, mais aussi entre différents récits émergents, des narrations qui sont pas toujours présentes dans les institutions patrimoniales, ou en tout cas pas de façon durable. Et pour nous, cette maison des récits de Méditerranée et des diasporas est très important parce qu'il vient répondre à la fois à une question vraiment culturelle et patrimoniale, mais surtout à une dimension ontologique du patrimoine qui est très important, c'est-à-dire pour Samir retrouver tout simplement et que soit reconnue son identité culturelle par sa production musicale, et nous également pour que nos enfants, j'ai envie de dire, parce que moi je fais partie de la génération née en France, mais nos enfants puissent se retrouver dans cette narration
tous ensemble, qui soient justement issus d'une immigration italienne, arménienne ou algérienne. Je pense que c'est vraiment très important, cet aspect-là du patrimoine. Merci beaucoup. Je veux revenir à Sophia. J'espère que ça fonctionne techniquement pour aller aussi avoir un témoignage de l'autre côté de la Méditerranée. Nous avons entendu il y a quelques minutes le témoignage de Samir. Sophia, vous qui êtes très active en fait dans tout ce qui concerne l'implantation, la sensibilisation aux droits culturels au Maroc, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui, les obstacles, les challenges? Alors là, j'espère que vous m'entendez. Oui. Très bien. Alors, il y a plusieurs types de difficultés auxquelles on fait face en tant qu'acteur de la société civile. La première, c'est évidemment la financier et l'accès aux institutions, notamment à l'échelle internationale et aussi à l'échelle nationale. Une fondation qui agit plusieurs villes du Maroc. Il est très important qu'il y ait aussi des sources de financement pour pouvoir maintenir les projets sur la durée, puisqu'on est sur de l'éducation artistique et culturelle auprès du public. Le son n'est pas bon? On ne vous entend pas très bien, On ne Sophia. vous entend pas. On va revenir vers vous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On revient vers vous. Ils vont réparer ça techniquement. Alors moi, je ne vous entends plus du tout. Oui, voilà. Il faut l'appeler. Je suis désolée, je veux que tout le monde reste concentré. Je veux profiter de l'expertise des personnes très intéressantes qui sont présentes avec nous. Karim, est-ce que vous m'entendez? Parce que je veux revenir vers vous. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. J'avais une question qui intéresse, on nous l'a beaucoup posée. Est-ce que les droits culturels s'appuient sur une méthodologie, on va dire, multiprenante? Oui, Est-ce que ces droits culturels, comment sont-ils développés? Est-ce que ce sont les institutions, la société civile, ou bien elles ne peuvent émerger que selon des politiques publiques établies? C'est une bonne question. En fait, cette année, donc 2022, il y aura en septembre une conférence internationale portée par l'UNESCO qui s'appelle Mondiacult. C'est un grand forum international qui réunira les ministres chargés de la culture dans les différents États membres de l'UNESCO. Et cela fait écho déjà à une conférence similaire qui avait eu lieu pendant la convention qui avait eu lieu à l'UNESCO en 2019 et pour laquelle il y avait eu des études régionales sur la situation des politiques culturelles dans les différents pays. Alors, on se rend compte que dans cette partie du monde, il y a une forme de paradoxe, c'est que beaucoup de pays sont très dynamiques sur le plan culturel, ou le sont de plus en plus, que les budgets alloués par les États à la culture sont en augmentation, mais paradoxalement, ces pays n'ont pas pour autant des politiques culturelles. C'est-à-dire qu'au même titre que l'on pourrait avoir une politique énergétique, une politique environnementale, une politique sociale, c'est-à-dire la transcription sur le long terme d'une vision et qui s'accompagnerait par des réformes nécessaires en termes de cadre institutionnel et juridique et donc de mobilisation aussi de l'ensemble des appareils de l'État, des institutions au niveau sous-régional, au niveau local, etc. Donc ça, c'est un paradoxe parce que ça veut dire que justement, en termes de politique publique, la culture n'est pas encore suffisamment intégrée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prise en compte et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. L'autre phénomène qui est intéressant, c'est qu'il y a, mais ça commence à venir progressivement, un changement de paradigme qu'il faut avoir par rapport au financement de la culture. Le rôle de l'État est fondamental, parce que l'État est le garant, sur le long terme, des mesures qui sont faites à la fois pour la promotion de la culture, de la diversité culturelle, de l'expression culturelle, sous toutes ses formes, et aussi de la sauvegarde du patrimoine. Donc, la privatisation de ce rôle de l'État, on a pu le voir par expérience, et je tiens à rappeler ce que je dis à chaque fois que j'interviens, quel que soit le forum, que tout ce que je dis n'est pas de l'ordre du dogme, mais du retour d'expérience de l'organisation, de l'UNESCO, depuis 75 ans. Et on s'est rendu compte par expérience, effectivement, que le rôle de l'État était central. En revanche, l'État seul ne peut pas assumer la responsabilité, justement, de la promotion de la culture et la sauvegarde du patrimoine. Il faut donc investir dans la culture. Et ça, c'est important parce qu'il y a encore un malentendu par rapport à ça. C'est qu'on confond l'investissement avec le mécénat, le sponsoring, les donations, etc.
ça n'est pas la même chose. Investir dans la culture, vraiment au sens économique, c'est-à-dire gagner de l'argent à travers la culture. C'est un sujet important dans le monde de la culture, on le sait. Et ça veut dire que des investisseurs peuvent, dans le domaine de la culture, gagner de l'argent. C'est un des domaines en termes d'investissement les plus rentables. D'ailleurs, il y a un autre hasard de calendrier que je souhaite souligner. Nous sommes le 8 février. Aujourd'hui, dans quelques heures, ça sera en ligne en raison de la situation sanitaire, mais il y aura un événement important à l'UNESCO, c'est la présentation de la nouvelle version du rapport mondial qui s'appelle « Repenser les politiques culturelles », qui est un peu un état des lieux périodique de la situation de la créativité, de l'économie créative dans le monde. Les chiffres d'avant la pandémie, parce que la pandémie va être extrêmement importante à avoir dans ce nouveau rapport, sont très éloquents pour la culture. La culture, avant la pandémie, c'était 4 300 milliards de dollars, c'est-à-dire 6,1% de l'économie mondiale. C'est jusqu'à 10 points du PIB dans certains pays, et c'est plus que le secteur automobile dans plusieurs pays, notamment les pays européens. Donc ça veut dire que la culture est un secteur extrêmement rentable sur le plan économique. Simplement, pour que il y ait des investissements dans ce domaine, il faut qu'il y ait le contexte qui soit favorable, sur le plan institutionnel, sur le plan juridique. Il faut attirer les investisseurs, et de façon à ce qu'aussi, finalement, les principaux bénéficiaires, y compris sur le plan financier, soient les acteurs de la culture et du patrimoine. Ça, c'est fondamental, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne vivent pas pleinement de leur art. Vous savez, vous connaissez, ça c'est universel, la phrase qu'on dit aux enfants, on lui dit « Qu'est-ce que tu veux être plus tard ?» Il va dire « Ah ben moi je veux être musicien. » Il dit « Non, 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 on t'a demandé ce que tu veux faire comme métier. » Et ça, c'est très très important. Ça veut dire qu'on considère encore aujourd'hui, en 2022, qu'être musicien, ça n'est pas un métier. Et ça, c'est cette dimension économique de la culture. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du musicien d'ailleurs. Et je pense qu'être musicien est un métier à part entière. Simplement, pour pouvoir en vivre, il faut être dans un contexte qui soit favorable par rapport à ça. Un dernier point par rapport à l'impact de la pandémie, parce qu'il est fondamental. Et je prends encore un exemple sur les musiciens. Au Maroc, ici, il y a des musiciens qui ont été obligés de vendre leurs instruments pour pouvoir survivre. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique. Ça veut dire que quelque part, ils ont renoncé à leur métier de musicien, à le métier qui les passionnait et qui faisait qu'ils essayaient, bon an, mal an, de vivre de cette activité. La pandémie, elle a eu un impact majeur sur la culture. D'ailleurs, tous les experts s'accordent à dire que c'est l'un des secteurs qui mettra le plus de temps à se relever de cette situation, parce que finalement, on n'était pas suffisamment préparé, parce que déjà, c'était un domaine dans lequel il n'y avait pas suffisamment d'investissement, et donc pour lequel le rebond sur le plan économique n'était pas forcément évident. On l'a vu d'ailleurs même dans les pays européens, je vous donne l'impact sur le cinéma, sur la musique, enfin la fermeture des concerts, des cinémas, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc les politiques publiques dédiées à la culture doivent aussi prendre en compte, maintenant qu'on a connu ce fait exceptionnel qui n'est pas encore fini malheureusement, qui est la crise sanitaire due à la Covid, eh bien, il faut que les politiques publiques sur la culture prennent en compte cette question-là et anticipent quelque part l'impact que ça peut avoir. Et un plus grand investissement peut donner une base beaucoup plus solide pour résister à ce genre d'aléas, malheureusement. J'ai essayé de répondre un peu à la question. Désolé parce que le son coupe parfois, donc c'est pas évident. Voilà. Mais non, on vous a bien entendu. Merci beaucoup pour ce témoignage de l'UNESCO. François, j'ai envie de vous poser une question. Je crois que vous pourrez un peu nous éclairer. À votre avis, dans quelle mesure les politiques culturelles publiques, je vais dire en France, puisque vous avez une grande expertise plus en France, surtout en France, contribuent-elles à l'établissement, davantage à l'établissement de droits culturels? Je ne sais pas si je suis exactement en capacité de répondre à cette question de but en blanc, mais de ce qui ressort des discussions que l'on a pu avoir et ce qui me frappe, en tout cas qui me sensibilise personnellement et en particulier après avoir écouté diverses interventions, c'est cette question de la difficulté que nous avons, et en France par exemple, mais je pense que ça n'est pas qu'en France, de garder une forme de cohérence mentale, mais qui dépasse de beaucoup le mental, entre la conservation matérielle d'éléments, d'objets, de bâtiments, et le sens de ce qu'il y a derrière. Alors ça a été évoqué par plusieurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, un petit peu par facilité, on parle de patrimoine dans son sens très large. Or, évidemment, cette espèce de tricotage compliqué entre la notion de patrimoine matériel et la notion de patrimoine immatériel, évidemment, est terrible.
Parce que si on fait notre propre introspection, vous parlez de la France, mais je pense que beaucoup d'autres pays se sentiraient concernés, quand on a réhabilité dans les 60 dernières années, disons 50-60 dernières années, les centres-villes, qui étaient, il faut l'imaginer, dans les années 60, 50, 60, des cloaques pour la plupart sur le plan sanitaire, sur le plan social. C'était vraiment le lieu où tout se concentrait, à la fois la misère, les problèmes d'hygiène, etc., etc. Aujourd'hui, les pays occidentaux, la France en tête, considèrent que globalement, elle a à peu près sauvegardé son cadre. Les bâtiments ont été réhabilités. Là, je ne parle pas seulement des bâtiments prestigieux, mais les maisons, les ensembles urbains. Vous prenez, alors, Marseille reste une sorte de conservatoire un peu particulier dans ce domaine-là, mais si vous prenez le centre de Nantes, de Strasbourg, de Lille, de Lyon, de Bordeaux, enfin d'à peu près toutes les villes de France et de Navarre, mais évidemment, tout cela s'est passé par un changement absolument radical de la population qui l'occupait, puisque les populations qui étaient les populations qui vivaient il y a 50 ans dans les centres-villes ont été reportées en dehors. Et donc, là, comme cela a été évoqué tout à l'heure sur un tout autre plan, quel lien on peut arriver à maintenir entre une conservation matérielle d'un objet et tout ce qui sous-tend toute une autre forme, et ce que vous évoquiez, les mémoires sociales, les mémoires de groupe, des choses beaucoup plus peut-être diffuses, mais tout aussi importantes pour conserver le sens. Et il a été évoqué des reconnaissances, par exemple au titre du patrimoine mondial, de ce que certains, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ont appelé les mémoires négatives. Il est évident que quand ont été inscrits sur la liste des biens du patrimoine mondial, les exemples ont été donnés, un camp d'extermination où le témoignage, ça n'était pas pour glorifier ce qui s'était passé. Mais cette question a été poussée à l'extrême dans certains cas. Je pense par exemple au grand débat à Berlin dans les années 80-90 autour de la mémoire matérielle des bâtiments qui étaient les témoignages de l'époque du nazisme. Comment est-ce que l'on se comporte par rapport à cela? Est-ce que l'on va différencier le ministère de l'Air de Göring, qui était d'une architecture admirable, avec ce qui s'y est passé? Est-ce que le stade olympique de 1936 de Berlin, qui est sur le plan de la conception architecturale une œuvre magistrale, et pour autant qui a été le lieu évidemment de ce que vous savez, est-ce que l'aéroport de Tempelhof, qui a été un des chefs-d'œuvre de l'architecture, mais un symbole du nazisme, donc en permanence, c'est pour ça que je m'arrête là, mais je pose cette question à chaque fois que l'on intervient sur un patrimoine matériel, il y a généralement une disparition ou une obligation de prendre un recul considérable par rapport à son sens, à sa signification historique. Et dans d'autres domaines, et vous évoquiez par exemple des quartiers de grands ensembles des périphéries urbaines qui sont parfois, j'ai eu l'occasion de pas mal travailler sur ces questions, des éléments de conception à la fois urbaine et architecturale remarquables, leur sauvegarde passe presque systématiquement, leur sauvegarde matérielle, par une mutation radicale de leur occupation. Alors, où se trouve le patrimoine dans ce cas-là? Ça, c'est une question qu'il faudra poser à Karim. C'est une question qu'on pose à l'UNESCO, essentiellement. Je pense que les habitants de Marseille auraient beaucoup de choses à dire sur le caractère conservatoire du centre-ville de Marseille, pour lequel il y a encore vraiment une situation très différente, peut-être que celle que vous évoquez. Oui, c'est ce que j'ai précisé en disant que Marseille restait une sorte de conservatoire des pratiques anciennes. D'accord. Parce que je ne sais pas ce que vous voulez dire par pratiques anciennes, mais c'est vrai que donc, nous, à Marseille, on a quand même eu une situation tout à fait exceptionnelle, notamment à Belzins et à Noailles en particulier, où des immeubles se sont effondrés sur des habitants. Et c'est vrai que la question patrimoniale peut arriver de façon maladroite dans ce contexte. En réalité, elle interroge toujours cette question
des droits culturels, mais plus largement du droit à la ville, puisque si ces immeubles se sont effondrés dans ce contexte-là, c'est évidemment parce qu'on ne fabrique pas la ville avec les habitants. Et on sort d'un atelier où on a évoqué à peu près la même question avec les ateliers d'Alger et le think tank Tanger. On voit combien, quand les habitants, les citoyens sont exclus de à la fois de cette narration, parce qu'en fait, le lien entre la narration urbaine et le droit à la ville sont effectivement très, très liés. Ça donne lieu à des drames. Voilà. Je voulais juste apporter cette précision. Oui, mais c'est exactement ce à quoi je pensais en évoquant le sujet. Samia, pour revenir un peu au travail que vous faites, je voulais avoir un peu votre avis sur l'importance des échanges, parce que dans l'implantation des droits culturels, et l'importance, à votre avis, d'établir dans ces pays du sud de la Méditerranée des politiques culturelles qui soutiendraient en fait ces droits-là. Merci. Oui, Karim Handili l'a dit à juste titre. Il y a cette intention dans ces politiques de développement d'inscrire la culture comme un élément structurant. Et c'est extrêmement important que ces pays construisent une politique culturelle bien cadrée, en tout cas réelle. C'est vrai aussi de nos villes en France. Et je pense que la question des droits culturels permet de revenir un peu sur ce vieux rapport du développement et du rapport au développement entre le Nord et le Sud, et notamment aussi de modifier ce rapport un peu, qui est un héritage colonial aussi. Les politiques de développement s'inscrivent dans cet héritage-là aussi. On apporte la science infuse aux pays du Sud qui sont, eux, aussi capables et aussi en mesure, et ils le font évidemment, de produire du sens sur leur patrimoine avec leurs habitants. C'est ce qui se fait. Et cette dimension-là est très importante. Je regrette beaucoup que Sophia Armis n'ait pas pu s'exprimer parce qu'elle souhaitait prendre la parole sur les apports à la fois de changement qu'induisent les droits culturels dans le rapport Nord-Sud, mais aussi de formation et d'expérience entre société civile et acteurs de la société civile de la rive sud et de la rive nord de la Méditerranée. Oui, je crois qu'on va avoir l'occasion de pouvoir parler avec Sophia. C'est maintenant ou c'est tout de suite? Ok, parce que c'est très important et intéressant d'avoir son expertise. Ça fait des années qu'elle travaille sur la question, et pour avoir aussi un éclairage sur, avoir un exemple concret, on va dire, sur cette fondation qui travaille sur les droits culturels au Maroc. C'est bon? Oui. Alors. C'est vraiment dommage parce que Sophia a vraiment préparé, elle avait des choses à dire, et on se retrouve là un peu... elle attend et elle ne peut pas intervenir. Techniquement, ce ne sera pas possible, j'ai juste besoin de savoir... Ok, pendant 7 minutes, j'aimerais revenir au témoignage de Samir. Samir, quelles sont les difficultés pratiques que vous rencontrez dans l'implantation? Oublions le fait que vous habitez dans les territoires palestiniens, que la situation politique, économique est très, très difficile. Quelles sont les difficultés pratiques pour la mise en place de ce projet que vous avez lancé, qui consiste à protéger, en fait, le patrimoine musical palestinien? Well, first of it's better like this. Well, first of all, Tout d'abord, la première difficulté, c'est de réussir à penser autrement. À réfléchir, à se détacher de tout ce qu'on rapporte de l'Europe. Il y a tous ces financements envers la Palestine, et chaque pays qui investit en Palestine a sa propre stratégie, son propre intérêt. Et ça tue vraiment la créativité. Je vais vous donner un exemple. Quand je parle des financements des ONG culturelles en Palestine, nous sommes des musiciens privés. J'ai commencé à faire de la musique dans ma vie, c'était ce que je voulais faire. Mais je ne pouvais pas voyager et je ne pouvais pas vivre de cette passion. J'ai reçu alors le soutien financier de l'Europe. Et
j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait une proposition. J'ai proposé ma candidature à tel pays pour tel projet. J'ai fait un album que j'ai édité à 1 millier de copies, pas plus. Et je n'ai pas pu partir en tournée pour promouvoir cet album. Et puis l'année suivante, je vais me concentrer sur un autre projet qui va être financé. Après 2 ans, je ne serai plus vraiment un artiste dans le sens créatif du terme. Je serai en quelque sorte président d'une ONG. Donc là, je ne vais pas, encore une fois, me produire sur scène. Et cela, en fait, me fait rentrer en conflit avec les personnes qui investissent dans la culture. La solution, c'est de croire que la musique, c'est une industrie. Et si les investisseurs ne pensent pas que ce que je fais en Palestine, c'est créer une relation entre moi et le secteur privé, alors ça ne marche pas. Donc il faut convaincre le secteur privé que ce n'est pas une question de sponsor et de financement. Il y a 2 ans, je participais à un événement de sensibilisation au cancer du sein. Et il y avait un sponsor qui était une banque très importante en Palestine. Et nous avons voulu faire une levée de fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Et lorsque quelqu'un peut m'aider financièrement à mettre en place mes idées, je peux être créatif. Par exemple, je voulais jouer dans la rue avec mes frères de 10h du matin à 10h du soir, non-stop, sans prendre de pause, sans parler. Et nous avons demandé à tous les artistes de Palestine, les musiciens, de venir sur scène pour nous rejoindre pendant que nous jouions. Pouvez-vous imaginer que notre idée là, c'était de faire venir $1 million pour permettre d'avoir des machines pour faire des mammographies de manière mobile. L'idée, c'était donc de jouer pendant 12 heures, après 2 mois de campagne publicitaire. Et lorsque nous avons fini de jouer, après 10 heures, nous avons, à vrai dire, levé 1,65 million de fonds. Et nous avons pu acheter ces machines. Et la banque qui nous a soutenus, ça a été extrêmement bénéfique pour elle de nous soutenir dans cette idée folle. Et c'est le genre de projet, je crois, qui sont durables, qui peuvent être utiles. Et ce que je cherche dans les autres pays, dans les investisseurs, s'ils souhaitent aider la Palestine et notre secteur culturel, c'est de créer les infrastructures qui nous permettront de nous développer. Car l'art, la créativité doit rester libre avant tout. Certes, je suis palestinien, mais parfois j'ai l'impression que la Palestine impose trop de pression sur la culture. Je préférerais qu'on dise que je suis Samir Joubran, que je viens de Palestine, que je suis musicien, mais pas que je suis un musicien palestinien. Parce qu'ainsi, je vais pouvoir m'échapper de cette identité et de cette question politique et je pourrai enfin être libre dans ma créativité. Karim Handili, il a, juste pour rebondir sur ce que Samir a dit, par rapport à l'UNESCO, pour avoir une réponse, vous croyez que ce dont ils ont besoin dans les territoires palestiniens, c'est l'infrastructure, en fait, pour soutenir ce milieu culturel ? En tout cas, ce qui est important, et ce n'est pas seulement d'ailleurs le cas du territoire palestinien, c'est en général, c'est qu'il y a 2 choses. La première, déjà, tout à l'heure on parlait de la question des budgets alloués à la culture et des besoins, par conséquent. On se rend compte que de plus en plus, y compris la façon de mesurer dans beaucoup de pays les
progrès que l'on fait dans le domaine de la culture, on mesure ça à travers les équipements et l'infrastructure qui est mise en place. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui que les plus grands besoins sont pour les artistes, mais pour les acteurs de la culture en général. Alors là, on parle bien sûr d'artistes, mais il faudrait bien sûr ne pas oublier que les acteurs de la culture sont très nombreux. Quand on parle du domaine de la musique, bien sûr, les artistes, les musiciens, les chanteurs, etc. Mais il y a tous les métiers de la musique. Les ingénieurs, les gens qui travaillent sur la mise en place des scènes, etc. etc. Donc, là où je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, c'est que les gens ont de la créativité à revendre. C'est-à-dire que ce qu'ils ont besoin, c'est de conditions pour pouvoir laisser cette créativité s'exprimer. Et le soutien financier que l'on peut apporter, que ce soit dans ce cas-là ou dans n'importe quel autre cas, en fait, où il y aurait un soutien financier, tout à l'heure j'ai évoqué les différentes sources de financement qui existent, c'est pour permettre à ces artistes, à ces acteurs de la culture, notamment de la musique par exemple, tous les domaines de la créativité, de s'exprimer de façon pleine et entière. Par exemple, il y a une tendance que l'on voit, qui est une tendance mondiale, à la réappropriation de l'espace par les groupes qui portent les activités culturelles. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire que, de toute façon, les lieux d'expression de la culture existent ou peuvent exister, peuvent être créés de façon ad hoc. Après, il faut que ça soit en phase avec le fonctionnement des espaces, c'est-à-dire en termes de gestion de bruit, comme la musique, par exemple, dans la rue, ou par rapport aux différents impacts que ça peut avoir. Mais ça, ce n'est pas un problème. Tout ça, c'est gérable. La seule chose qu'il faut en amont, c'est de se dire, finalement, quelle est la place de la culture dans le fonctionnement d'un territoire, d'une ville, par exemple. Quelle est sa place? Et juste aussi, pour faire le lien avec le patrimoine, on se rend compte que on a beaucoup de cas où le patrimoine a été réhabilité, mais sans avoir une attribution, sans avoir une fonction, ce qui est quasiment le pire des scénarios, parce que vous investissez de l'argent dans un bâtiment sur un site, mais finalement, vous le muséifiez, donc on ne peut pas y accéder autrement que pour des visites, et c'est contrôlé, etc., ce qui est normal, puisqu'il faut éviter l'impact, etc., mais on ne pense pas à une autre affectation en termes de fonction. Et puis, on a d'un autre côté un souci qui est de trouver de l'espace pour la culture, pour la créativité, pour l'économie créative, pour s'exprimer. Alors que les deux pourraient être regroupés. C'est assez étonnant de voir que ce n'est pas quelque chose qui est assez systématique et ça pourrait vraiment être développé. Donc moi je pense qu'en tout cas sur les bases de l'expérience, on se rend compte que l'accompagnement en termes de soutien financier pour la créativité, il n'est pas effectivement sur des lieux, de l'équipement, etc. C'est important, mais il est sur l'accompagnement, sur ce qu'on pourrait appeler la chaîne de valeur. D'ailleurs, au Maroc, il y a actuellement un projet que l'on met en œuvre qui est exactement dans cette perspective, qui est de comment accompagner, c'est par rapport à la musique, donc l'intitulé c'est la musique comme moteur de développement durable, et on s'intéresse à la chaîne de valeur, à ces différents maillons de la chaîne qui ont besoin d'être renforcés. Alors la chaîne a été perturbée par la pandémie, évidemment, comme je l'évoquais précédemment, mais de voir comment est-ce qu'on peut accompagner les artistes justement dans une dimension de professionnalisation, et pas que les artistes, les différents métiers de la musique. Et c'est comme ça que vraiment, c'est là l'investissement majeur qu'il faut faire. Et puis sur la musique, il y a d'autres débats. Je pense que Levin sera d'accord avec moi sur aussi qu'est-ce qui appelle d'identité. C'est une vraie question. C'est quoi la musique? Si on dit, bon, il y a l'exemple du Maroc, par exemple, la musique marocaine, c'est quoi? C'est difficile à définir. Qu'est-ce que la musique au Maroc? C'est un débat qui est très très large, sachant qu'il y a tous les styles musicaux qui s'expriment. Vous avez du hip-hop marocain, vous avez du rap marocain, du jazz marocain, etc. etc. Donc toutes ces questions vont ensemble, en fait, c'est indissociable. Et une politique publique, justement, sur la culture, ça fait partie des choses qu'elle doit prendre en compte. Donc on pourra dire en conclusion que la perspective d'appropriation des droits culturels dépend de plusieurs acteurs, forcément, mais surtout d'une volonté politique des États à porter le développement de politiques culturelles nationales. Que ce soit, là, on va avoir l'occasion d'écouter rapidement Sophia via téléphone. Je voulais avoir votre OK sur ça. Et donc c'est très important pour ces politiques publiques qu'elles travaillent en collaboration avec les habitants, pour le volet patrimonial, on va dire, et plus largement avec la société civile. Samia, vous avez
quelques secondes pour ça nous va être, donner votre ça va être très court, mais oui, mais je dirais que le patrimoine et les patrimoines dans leur diversité et dans leur forme participative avec toutes les parties prenantes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la société civile, les politiques publiques culturelles, c'est un écrin, mais quand elles ne sont pas au rendez-vous, ce sont les habitants, ce sont les artistes, ce sont les acteurs de la société civile qui la réinterpellent sur la question de la défense des droits culturels. Tout à fait. François Gouvion, rapidement, en quelques secondes, votre conclusion Non, je suis d'accord avec ce qui avait été dit, mais c'est un sujet qui est tellement complexe que dire en 20 secondes, non, ça n'est pas possible. Mais cette question, effectivement, entre un point institutionnel et la vie et la pratique des habitants, je pense, et je suis 100% d'accord, pour dire que c'est le grand sujet qui nous préoccupe. Et ça, d'une façon universelle, au-delà des typologies particulières, voire des chronologies. C'est aussi vrai pour des bâtiments récents que pour des bâtiments plus anciens, que pour des tissus urbains entiers. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'est pas encore gagné. Non. Et puis aussi, Samir, en quelques secondes, je suis désolée parce qu'on nous fait signe qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, vous avez quelques secondes pour... êtes-vous d'accord avec cette conclusion, on va dire, sur l'importance des politiques publiques culturelles, mais seules, elles ne peuvent rien faire, la société civile ne peut rien faire. Ça ne sera que le résultat d'un travail, on va dire, entre guillemets, en collaboration. Well, thank you. First of all, for sure, I agree about Merci. everything. I'm very open. Déjà, person. oui, je suis d'accord avec tout. Je suis quelqu'un de très ouvert. We're talking about heritage. For me, sometimes it's translated to legacy, and I'm afraid from creative people that we are alive now, that we always worry about our legacy after death. Et on réfléchit toujours à ce que l'on va laisser I do believe derrière this is nous. not my work. Je suis convaincu que ce n'est pas mon travail qui ne m'appartient pas, qu'il appartient à tous. Et je pense que l'héritage, c'est comme un ticket du loto que l'on gagne avant la mort pour 2 secondes. Et donc finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui importe pour moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je laisse derrière moi un héritage pour les autres. Je laisse pour ceux qui me suivront, pour mes filles. Mais aujourd'hui, ce qu'il me faut, c'est une scène, un lieu où exprimer ma créativité, mon art, mon identité. Et pour finir, je dirais une phrase en arabe, je ne sais pas si les terres sont transmissibles comme les langues. Elles sont transmissibles comme la langue, transmissible. La terre est transmissible. Transmissible et non pas. Voilà. Je vais pas, mais on n'a pas fini. On a la conclusion de Sophia. On va l'écouter. Elle a attendu, elle a participé, elle a préparé et elle a un témoignage qui est très intéressant sur son expérience au Maroc. Et après cela, on passera aux questions. Une question. Allô. Alors là, j'espère que le son est mieux. Oui. D'accord. Alors, pour revenir rapidement à l'expérience de la Fondation Ali Dawa au Maroc, en termes de droits culturels, on travaille depuis à peu près 8 ans donc dans un principe d'égalité des chances auprès de publics, on va dire, empêchés ou défavorisés pour leur permettre d'accéder à l'initiation ou à la pratique des arts et des cultures de manière générale. Et ce que j'aurais aimé partager un peu plus longuement aujourd'hui, c'est l'expérience d'un échange d'expertise entre donc, la Fondation Ali Dawa qui travaille au Maroc et la Fédération des maisons de la jeunesse et de la culture en France autour d'un projet qu'on a monté ensemble et qui nous a permis, en tout cas depuis le démarrage en 2021, d'échanger les pratiques de transmission à travers lesquelles nos acteurs culturels aujourd'hui au Maroc et en France travaillent dans des contextes qui ont l'air a priori différents, mais qui sont assez proches puisqu'on s'adresse à des publics dans les deux cas qui sont
a priori pas forcément confrontés à la culture dans leur environnement direct, et qui, grâce aux maisons de la culture ou au centre culturel Les Étoiles à travers le Maroc, ont l'occasion de découvrir leur patrimoine, de découvrir leur culturel, le patrimoine immatériel et matériel évidemment, mais aussi de s'ouvrir aux cultures du monde, ce qui ne serait pas le cas s'ils n'avaient pas accès à ces lieux de culture et de découverte. Et peut-être pour faire lien avec la conclusion sur les politiques culturelles, je pense que personnellement, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose depuis assez longtemps, mais le problème des politiques, c'est qu'elles sont dépendantes de mandats, d'élections, et donc la question de la durabilité est souvent très compliquée dans cette logique de politique culturelle, et on le voit aujourd'hui sur le terrain, que c'est beaucoup les acteurs culturels comme Ancrage, comme nous, comme d'autres structures, qui ont la possibilité de finalement travailler sur des décennies, sur des dizaines d'années, quand évidemment on en a les moyens financiers certes, mais aussi, et là je fais un petit clin d'œil aussi pour fermer la boucle, sur les moyens humains, et c'est là où effectivement l'échange de compétences, l'échange d'expertise est très important, parce que on a des choses à partager autour de la Méditerranée, par nos expériences différentes, mais je pense foncièrement complémentaires. Ce genre de séminaire aujourd'hui est très important parce que ça nous permet, moi ça m'a permis même si j'ai pas intervenu, j'ai beaucoup écouté et j'ai beaucoup apprécié les différentes interventions qui m'ont l'air très pertinentes et qui ne font qu'enrichir encore plus, en tout cas ma vision des choses et l'approche par rapport à cette question des droits culturels qui reste très importante. Merci beaucoup, Sophia. Nous sommes très heureux d'avoir pu vous écouter, même si c'était court. Vous aviez beaucoup de choses à nous dire. Nous espérons dans une prochaine rencontre, en fait, entre des acteurs des deux rives de la Méditerranée. Je voulais, en conclusion, je vais vous laisser la parole, remercier les partenaires de cette table ronde, l'UNESCO, le COPAM, Ancrage et toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Une question dans le public ? Oui, bonjour, Monsieur Kemar, réseau associatif ID Méditerranée. Moi, une question, c'était très intéressant, mais une question qui m'a interpellé parce qu'on a parlé des droits culturels et de la nécessaire valorisation du patrimoine. Sauf qu'il me semble qu'à aucun moment on avait lié à la question démocratique, qui me paraît très fondamentale parce que vous savez très bien, il y a dans beaucoup de pays, il y a un récit national, il n'y a que les mémoires bousculent et que certains patrimoines, certains vestiges, certains récits de mémoire sont plus privilégiés que d'autres qu'on veut carrément effacer pour des contextes idéologiques et des choix des politiques publiques qui en découlent. Donc ça me paraît très pertinent et même déterminant pour la suite de la valorisation des politiques publiques pour préserver précisément ce patrimoine. Qui voudrait répondre ? Quelqu'un voudrait intervenir ? Je veux bien réagir. Oui, merci beaucoup pour votre question. On a peut-être été un peu perturbé par ces usages numériques complexes, mais évidemment que notre engagement, c'est justement l'articulation entre le patrimoine et les aspirations démocratiques. On l'a évoqué en lien aux questions d'histoire occultée, de narration occultée. Vous avez tout à fait raison, il y a des récits qui sont plus visibles que d'autres. C'est pour nous peut-être tellement évident qu'on n'y a pas insisté davantage, mais la question des aspirations démocratiques, des cadres publics qui existent dans les différents pays, qui offrent plus ou moins de moyens, sont des éléments très importants. Au-delà de ça, ce qu'on souhaitait dire aujourd'hui et défendre, c'est peut-être une démarche intégrée du patrimoine, c'est-à-dire une façon dont les habitants eux-mêmes finalement valorise et désigne le patrimoine. Et de ce point de vue-là, on a beaucoup parlé des travaux de l'UNESCO, on aurait pu rajouter ceux du Conseil de l'Europe, de la Déclaration de Fribourg, enfin il y a d'autres textes de référence. Tous ces textes sont disponibles en ligne qui constituent ce cadre partagé autour des droits culturels. Dans droit culturel, il y a droit. Et Samir Joubran, là, je trouve très bien exprimé. C'est une question fondamentalement démocratique. Et donc, c'est bien pour ça que la société civile se retrouve parfois à l'avant-garde de ces politiques de droits culturels. Et comme je le disais en introduction,
la défense des droits culturels a d'abord été promue par les sociétés civiles et puis formalisée dans ces cadres, ces cadres législatifs dont nous parlons aujourd'hui. Mais évidemment, vous avez raison de le rappeler, c'est une question importante, comme celle d'ailleurs de la culture de paix. Parce que Karim Ndili a beaucoup évoqué la question de la culture du point de vue du développement économique et c'est extrêmement important. Vous voyez bien que notre propos, il est pluriel. Nous sommes multi-parties prenantes dans cette question-là et évidemment, la société civile est garante aussi de cette dimension démocratique. Merci beaucoup. Dernière question. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour la pertinence et la richesse de ce témoignage. Surtout, Samir, merci à vous, Chocolat Maka. J'aurais une question en fait, pour M. Ndili en fait, concernant un propos. Vous pouvez hausser juste votre voix pour qu'il puisse vous écouter. Karim Ndili, la question est à vous. Oui, s'il vous plaît, merci. La question, vous avez parlé des droits de la culture, les droits à la culture, c'est-à-dire que le droit d'accès à la culture, c'est-à-dire qu'on parle aussi des gens qui sont dépossédés de la diversité des narrations, des gens qui se retrouvent illégitimes à pouvoir produire leur propre récit. Et par exemple, je pense notamment à l'urbanisation galopante dans le Maghreb, notamment pour la Tunisie, qui a effacé des mémoires. C'est assez complexe comme sujet. Est-ce qu'au Maroc, on a un parallèle? Est-ce que, par exemple, les villages berbères, par exemple, connaissent un phénomène de réhabilitation? Est-ce qu'on parle de patrimoine dans ce cas-là, ou est-ce qu'on parle de droit à la culture? C'est une question complexe. Alors, est-ce que vous... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors effectivement, c'est une question très complexe. Je ne sais pas si on peut y répondre en 30 secondes, mais je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les systèmes oasiens. Donc, systèmes oasiens qui sont, comme vous le savez, donc ces territoires séculaires qui sont occupés depuis de très nombreux siècles. Pour beaucoup d'experts, ces systèmes sont en voie de disparition. Et de toute façon, disparaîtront à terme. Alors quand, dans 200 ans, 300 ans, on n'en sait rien. Et il y a plusieurs raisons à cela. L'un des grands problèmes, c'est que ces territoires sont en marge de développement. Alors vous avez évoqué l'urbanisation galopante, effectivement, puisque ça c'est un enjeu majeur. Hein. Plus de 50% de la population mondiale aujourd'hui est urbaine, ça sera 70% en 2050. Et l'Afrique sera le continent le plus urbanisé. Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est en Amérique latine qu'il y a plus de personnes, à 80% de gens qui vivent en ville. Ça vous donne l'idée de ce que sera l'Afrique en 2050 avec les enjeux que ça a. Donc, à l'opposé, vous avez ces territoires qui sont quelque part à la marge et qui ont des grands problèmes en matière de développement. Dans le domaine de la culture, on s'est rendu compte aussi, par expérience, que la plupart des tentatives de sauvegarde du patrimoine, y compris un patrimoine particulier qui exprime des périodes peut-être pas suffisamment mises en valeur, qui exprime certaines cultures, vous avez évoqué donc le village berbère, la culture amazigh, entre autres. Donc dans ces zones-là, le grand problème, il y a les systèmes des greniers collectifs aussi qui sont justement connectés, etc. Le problème majeur, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les tentatives, avec la meilleure volonté du monde, y compris par des projets financés par des grands bailleurs de fonds internationaux, etc., ont été grosso modo un échec. Pourquoi ? Parce que finalement, prendre la question de l'angle du patrimoine ne permet pas de sauvegarder le patrimoine. Ça paraît paradoxal ce que je dis, alors que les quelques tentatives qui ont été faites sur la base du développement, où l'angle vraiment a été le développement, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on aborde ces territoires? Comment y parle-t-on de droit au logement, par exemple, puisqu'on parlait d'amélioration des conditions de vie. Entre parenthèses, ça a été évoqué tout à l'heure, la question de la réhabilitation du patrimoine à l'identique montre que pour beaucoup de gens, y compris les habitants qui sont dans ce patrimoine sur des générations, ça ne les intéresse pas, dès lors qu'ils n'ont pas accès à des éléments de confort contemporains, qu'ils n'ont pas accès à la même qualité de logement que celle des gens qui vivent en ville, pourtant dans des bâtiments qui ne sont pas patrimoniaux, en tout cas pas considérés comme tels. Donc toutes ces questions, la question de l'éducation, comment on gère la situation des personnes en situation de handicap, comment, etc. Tous ces problèmes, j'évoque là volontairement les différents domaines de compétences de l'UNESCO. Et ben on s'est rendu compte que si on voulait sauvegarder le patrimoine de façon durable, c'était en passant par l'angle du développement. Et que c'était ça qu'il fallait prendre en compte. Et c'est comme ça qu'on arrive à couvrir les différents éléments que vous avez évoqués, y compris la question de ces témoignages de l'histoire qui sont parfois à la marge, qui ne sont pas suffisamment mis en valeur. Par rapport aux langues aussi, il y a des explications à cela. Vous avez parlé de la Tunisie, que je connais bien, puisque moi je suis moitié tunisien.
Par exemple, la langue amazigh n'est pas aussi développée en Tunisie qu'elle est en Algérie et au Maroc. Il y a des explications à cela. Voilà, ce n'est pas là le sujet d'en parler en détail. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que vraiment une approche globale qui serait axée sur le développement. Samia a évoqué la question de la culture de la paix, ça c'est fondamental, puisque je rappelle que le slogan de l'UNESCO, c'est construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, hein, c'est dans le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, donc en lien avec ce qui s'est passé au milieu du XXe siècle, entre autres. Et tout ça permet, in fine, d'arriver à une sauvegarde vraiment durable du patrimoine, qui prenne en compte la diversité culturelle, qui prenne en compte les différents types de patrimoine, ça a été évoqué, la relation entre le patrimoine culturel, matériel et immatériel, etc. Voilà. J'ai pris les systèmes oasiens parce qu'on est en face d'un type de bien, d'un type de territoire qui est en train de disparaître. Et que si on ne change pas l'approche par rapport à ces territoires, on perdra le patrimoine, les langues et la diversité d'expression culturelle. Voilà. Pardon si j'ai Merci beaucoup. Je suis dans l'obligation d'arrêter. Il y a une autre table ronde. Merci à tous. Merci surtout à nos experts, ceux qui ont préparé pendant des semaines, mais aussi ceux qui sont arrivés et qui étaient prêts à partager avec nous leur expertise. Pour les personnes qui n'ont pas pu poser de questions, vous pouvez toujours leur poser vos questions après. Merci à tous. Au revoir. Merci Lynn.